Et l'Afrique, dès la décennie 80, a été le lieu de restructuration de nos économies au nom de la compétitivité et de l'obligation pour nous d'entrer dans le marché. Et tous les 5 ans, d'une élection présidentielle à l'autre, les plaies qui s'ouvrent ne sont pas réparées. Ceux qui n'ont pas gagné sont prêts à prendre leur revanche. Mais les questions de vie ou de mort dont on parle ici, mais ce n'est pas ça qui est au cœur du débat électoral. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler de l'émigration sous cette forme-là. De l'Aquarius, c'est quoi l'Aquarius? On ne connaît pas. L'écologie là-bas, on ne connaît pas. Tout ce qu'on sait, est-ce qu'il a été bien élu? S'il n'a pas été bien élu, il faut qu'il dégage. Et nous sommes aujourd'hui dans le même bateau. Je pense que quand j'ai accueilli les premiers migrants subsahariens chassés du Maroc, après les événements de Ceuta et Melilla, c'est par balle. On les a arrêtés, certains sont morts par balle. Et des parents m'ont demandé ils voulaient les corps de leurs enfants. Au moins, pouvoir faire le deuil, savoir, ils reviendront plus, mais on peut avoir au moins leur corps. Donc ça a été, et les images qui ont fait le tour du monde de migrants abandonnés en plein désert, sans nourriture, sans boisson, sans secours, ont secoué le monde. Alors nous nous sommes dit, il y a quelque chose à faire. Donc une amie et moi, nous sommes allés à l'aéroport, nous les avons accueillis, et mon centre est devenu un peu le lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement de ces migrants. Comme je suis persuadé que les causes sont éminemment économiques, on a essayé de les former. Donc, ils ont produit de très belles choses. Les maintenir, on les a accompagnés dans des villages, on a construit en matériaux locaux, on a fait écolo avec eux, dans l'espoir que le tourisme culturel, il y avait des alternatives, parce que bon, je fais partie du mouvement social mondial, les premières mobilisations à Porto Alegre, j'ai fait toutes les guerres avec les altermondialistes d'ici et d'ailleurs, donc on a essayé des choses. Mais les gosses me disent, et tant ami, tu fais ce que tu peux, il faut qu'on parte, malgré tout. Il nous faut partir. Et j'ai en mémoire certains visages que je n'ai plus jamais revus. Je me dis, peut-être qu'eux aussi sont dans le ventre de la Méditerranée, boulimique. Aujourd'hui, tous ceux qui tiennent ce discours, c'est suspect de dire qu'il n'y a pas de migrants économiques. Et c'est pour ça que nous avons le devoir de relever le défi intellectuel et politique de la redéfinition des enjeux. De quoi est-il question en Afrique? Je ne crois plus au développement quand je vois tous ces jeunes qui viennent de pays africains différents. Le Mali ne ressemble pas à la RDC. La bande sahélienne n'a rien à voir avec les pays du Grand Lac, ni les pays côtiers. Et Nanti, des zones forestières. Je me souviens, moi, de mon premier voyage en Côte d'Ivoire. Les fruits, tout était, les forêts. Et ceux qui connaissent l'Afrique savent que c'est les Afriques. Mais comment se fait-il que des ressortissants de ces différents pays se retrouvent tous comme un seul homme dans le désert, au Maroc, en Libye, en Méditerranée et ici, où on les regarde en chien de faïence? Comment? Est-ce que les 54 pays africains ont tous échoué? Est-ce que c'est tous des pays faillis? Est-ce qu'on est des maudits? Ou alors la race noire, on est inférieur, on ne sait pas se développer. C'est ce qu'on nous a dit dans le discours de Dakar. L'homme africain ne serait pas assez entré dans l'histoire. Alors, donc pour y arriver, il faut le développer. Qu'il le veuille ou non, il faut le développer. Mais en guise de résultat, le résultat, moi j'ai dit je ne vais pas chercher midi à 14h.
je regarde l'Europe face à elle-même. Ce que j'entends aujourd'hui de la part de nos frères et de nos sœurs désespérés qui sont dehors, quand un Français me dit « je dois vivre avec 400 €, je ne sais plus, c'est là où il faut, qu'est-ce qui est prioritaire ?» Mais c'est la même chose chez nous. Chaque famille doit arbitrer entre la nourriture d'abord, qu'est-ce qu'on va manger demain, les médicaments, comment se soigner, confronté à toutes sortes de maladies, l'eau potable, les frais de scolarité. On a tout privatisé. L'école, la santé, l'eau, l'assainissement, au nom de la compétitivité. Parce que sans avoir les mêmes moyens, ni les mêmes marges de manœuvre, nous sommes censés marcher dans la mondialisation, être compétitifs au même titre que ceux qui nous ont dominés et qui continuent de piller le continent. Ce n'est pas plus compliqué. Moi, je me dis, en fait, la montée en force des extrêmes droites découle de ce discours mensonger sur l'aide au développement. Parce que je me mets à la place de l'ouvrier, de l'artisan, du travailleur. J'apprends que les suicides chez les agriculteurs ici, chez les éleveurs ici, qu'est-ce qui peut justifier ça si le développement portait vraiment son nom? Alors pourquoi nous prendre la tête? Pourquoi nous humilier sans arrêt et sans arrêt? Pourquoi nous dire aujourd'hui, face à la guerre au Mali, dans la bande sahélienne, face à la crise migratoire, pourquoi nous tenir ce discours de Bruxelles, de Juncker, qui dit que on va entrer dans une phase de libre-échange de continent à continent? Mais qui lui a dit que c'était ça la solution? Mais quand les peuples d'Europe résistent en disant non, on a compris, on ne veut pas de votre libre-échange, on veut autre chose, parlez-nous d'un autre paradigme. Si on vous le cache à vous, le développement, je dis, il y a l'historicité des choses. Qui parle de quoi? À partir d'où? Dans quelle langue? Ici, vous avez des forces syndicales, des partis, il y a des lieux de résistance, il y a une mémoire de ce que vous appelez le développement. Il y a eu l'industrialisation, il y a eu les délocalisations, il y a les multinationales. Et vous savez pourquoi vous vous battez. Mais on nous dit depuis la boule qu'il faut que nous aussi on démocratise comme vous, selon votre schéma, alors qu'on ne nous a jamais laissé la latitude de penser. Alors comment vous pouvez relever le défi de l'école quand cela se passe dans la langue du colonisateur? Quand nous envoyons nos enfants à l'école, il leur faut commencer à apprendre d'abord le français avant de commencer à comprendre. On veut qu'ils soient compétitifs, au même titre que les jeunes du Nord. Nos enfants sont fatigués, traumatisés dès la naissance. Les parents sont fatigués, traumatisés. La concurrence à tout bout de champ. Dans les moindres interstices de nos sociétés aujourd'hui, vous êtes d'abord des concurrents avant d'être des frères, avant d'être mari et femme, avant d'être des voisins. C'est ça qu'on nous a vendu. Et c'est pour ça que les gens, ils ne peuvent pas tenir sur place. Ils ont tout essayé. Vous avez le sentiment de votre inutilité là-bas. Alors vous expérimentez cela. Et puis, sinon, moi, mon pays est l'un des pays de départ. Et les premiers qui sont partis n'ont pas choisi de partir. On est allé les chercher. Les Sénégalais, les Maliens qui sont ici aujourd'hui. Et la France des 30 glorieuses a eu besoin d'eux, les a fait venir. Et eux, leurs enfants aujourd'hui sont dans les banlieues. Ils ne sont pas censés être français parce qu'ils sont différents. Alors vous avez cette première génération et la génération maintenant post-coloniale qui sont les victimes des programmes d'ajustement structurel parce que le FMI et la Banque mondiale n'ont pas trouvé mieux à faire que de nous dire que l'État vivait au-dessus de ses moyens en donnant du travail à tous les jeunes diplômés. Dieu seul sait qu'on en avait besoin.
un pays, à l'époque, le Mali, 12 millions d'habitants, 200 000 fonctionnaires. On avait besoin d'enseignants, de médecins, d'infirmiers. On a commencé à couper dans leur salaire en disant que la masse salariale était trop élevée. Les enseignants, on leur a promis, on a donné des pécules, 2 ou 3 millions par personne. Des gens qui n'ont jamais eu 1 million entre les mains ont cru qu'avec 2 millions, ils pouvaient aller créer une petite entreprise. Certains ont acheté des taxis, d'autres sont partis, je ne sais où. En tout cas, ils ont dû partir. Au bout de quelques temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'enseignants, il y a un manque d'enseignants. On commence à recruter, à chercher, mais ceux qui viennent n'ont plus le niveau. Alors, on leur dit, puisque l'État n'est pas en mesure, d'abord, l'État c'est le problème, le marché la solution. Donc allez vous débrouiller. Alors quand on a mis ça dans la tête des gens, chacun a voulu créer une école privée, chacun a voulu créer un centre de santé, un dispensaire, une clinique. Donc tout est à plusieurs vitesses. L'État discrédité depuis le consensus de Washington. Alors au moins d'État. Après, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Dans mon pays, on me dit qu'il y a la guerre parce que l'État a failli. Je dis non, il n'y a pas d'État depuis la décennie 80. Vous l'avez vidé de son contenu. Quelqu'un posait la question sur la démocratie. Mais la démocratie, c'est qu'est-ce que... Je suis malade chaque matin quand j'ouvre la radio, une certaine radio. Et c'est à tour de rôle. La déstabilisation pays après pays. Chez moi, et aujourd'hui, on est dans une situation terrible au nom de quoi? La transparence des urnes. Le Mali, ce n'est pas fini, c'est le tour du Congo. Et plein phare sur le Congo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le prochain président va être bien élu? Le Sénégal attend son tour, Madagascar, les Comores, il n'y a pas un seul pays africain et qui ne soit pas au bord de l'explosion. Parce que tous les 5 ans, d'une élection présidentielle à l'autre, les plaies qui s'ouvrent ne sont pas réparées. Ceux qui n'ont pas gagné sont prêts à prendre leur revanche. Mais les questions de vie ou de mort dont on parle ici, mais ce n'est pas ça qui est au cœur du débat électoral. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler de l'émigration sous cette forme-là. De l'Aquarius, c'est quoi l'Aquarius? On ne connaît pas. L'écologie là-bas, on ne connaît pas. Tout ce qu'on sait, est-ce qu'il a été bien élu? S'il n'a pas été bien élu, il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. Et les armes sont là. Et ici, je ne sais pas combien de partis politiques vous avez, mais nous, pour 18 millions d'habitants, on a 200 partis. J'étais avec un ami tunisien, pour 11 millions d'habitants, ils ont 200 partis. Je crois qu'en RDC, vous en avez 400. Et non, ça, c'est franchement, il faut que... Moi, je me dis, il y a les questions fondamentales. La survie de l'humanité. Il ne s'agit pas que de l'Afrique, mesdames et messieurs. Il s'agit de la survie, de notre survie aujourd'hui. Parce qu'après avoir écumé le continent et la planète, quand on nous dit que l'Afrique c'est la dernière frontière, cela veut dire qu'ils sont prêts à aller beaucoup plus loin et plus vite en Afrique dans l'œuvre de destruction et qui a créé les situations qui prévalent aujourd'hui, qu'il s'agisse du climat, du lien social, du chômage, de la pauvreté, la précarité, les retraites. Ils sont déterminés à planétariser davantage ces solutions qui ne marchent pas. Alors pourquoi je dis que quand je me rends compte que mes initiatives citoyennes modestes, ce que vous dites, que nous avons essayé, mais nous sommes inaudibles. On est inaudibles parce que tout ce qui ne permet pas aux entreprises transnationales de réaliser des retours juteux sur investissement. Et écoutez-moi bien, la guerre fait partie de ces investissements. La guerre, c'est du business. La guerre nécessite
y a des retours sur investissement dans la guerre. C'est pour ça que quand on vous parle de paix, je suis désolé, j'ai regardé de nos chaumières, on regarde ce qui se passe ici, et quand j'ai vu la commémoration qui aurait dû, et vraiment, ça a été une telle boucherie qu'on se dit que la conclusion devait être le devoir, vraiment, sans ruser, sans tricher, et de faire taire les armes. Mais quand on voit qu'à l'issue d'un tel processus et d'un forum de Paris sur la paix, on vient vous parler d'une armée européenne contre qui? Quand c'est l'Europe qui envahit, quand c'est l'Europe qui a détruit la Libye, quand c'est l'Europe qui s'est invitée au Mali, personne ne lui a demandé de venir au Mali, je vous le garantis. On continue, on vous laisse entendre que Serval, c'était à la demande du président malien. Je vous dis non. Il y a un excellent documentaire, c'est David Poujada qui l'anime, où on voit comment est la décision. La France est au Conseil de sécurité quand même. La décision d'intervenir au Mali, en fait, était prise depuis 2010. Il fallait, face aux BRICS, la Chine, la Russie, il fallait absolument reprendre pied dans le précaré français. Et le Mali a servi de tremplin pour cette phase de la militarisation de la mondialisation. Parce qu'on est entré dans la phase de la militarisation de la mondialisation. Nous n'en avons pas les moyens. Nous n'en avons pas l'envie. Je déplore qu'un pays comme le mien soit obligé de consacrer 22% de son budget à l'armée. J'ai dit, l'armement le meilleur dont nous avons besoin aujourd'hui, nous devons outiller les citoyens. S'il y a une bataille à mener, c'est la bataille des idées. C'est nous les soldats de cette bataille. Et nous avons besoin d'idées nouvelles, d'idées partagées. Et tout cela, c'est à construire à la lumière de nos réalités telles qu'elles sont en train de se dérouler aujourd'hui, ici et là-bas. Parce que moi, je ne veux plus que vous soyez, et avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour vous, que vous ne soyez pas dans une position où vous nous écoutez parler des malheurs du monde et vous allez nous aider à trouver des solutions. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de solution. Vous pouvez donner matériellement, financièrement, contribuer. Mais les solutions les meilleures viendront des peuples eux-mêmes, des peuples avisés, organisés, mobilisés. Et ce que j'ai déploré, et je continue de déplorer, c'est l'instrumentalisation, d'abord la dépolitisation des peuples. La dépolitisation des peuples ici et là-bas. On nous a fait miroiter à la Mink la mondialisation heureuse, l'ouverture des frontières, tout va bien, tout circule, tout le monde circule, les biens, les marchandises, mais pas les humains. Ça, on le sait maintenant. Maintenant, on sait que ça ne fait pas partie, les humains ne font pas partie de la mondialisation heureuse. Et quand on a expérimenté ça, il y a 4, 5, 10 ans, certaines erreurs étaient acceptables. Maintenant, nous n'avons plus le droit de nous tromper. Nous n'avons plus le droit de nous tromper. Parce qu'ici, on vous trompe en disant, on les aide. Bon, si vous, vos impôts servent à nous aider, et que malgré tout, on est si nombreux dans les bateaux, c'est qu'il y a un problème avec nous. Mais moi, je veux que vous sachiez qu'il y a surtout un problème avec l'aide. Un problème avec le modèle économique dominant. Le capitalisme, depuis sa naissance, a eu besoin de l'Afrique. De la traite négrière à ce jour, ce système a eu besoin de l'Afrique. Ce système ne peut pas se passer de l'Afrique. La France, ce que la France veut aujourd'hui gagner en termes de croissance et d'emploi, se gagne malheureusement dans le cadre de cette guerre économique. Donc, les gens de la droite conventionnelle le savent, les conservateurs le savent. Ils savent très bien que ce continent immense de 30 millions de kilomètres carrés, avec toutes les ressources naturelles stratégiques
dont ils ont besoin, c'est là-bas qu'ils peuvent aller chercher. Et la compétitivité va se gagner là-bas. Mais à condition que nous, on prépare le terrain. Si nous ne faisons pas les mêmes réformes structurelles que vous, ils ne peuvent pas entrer chez nous. Donc il faut que les politiques d'ajustement structurel, que nos dirigeants mettent bien dans leur tête que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de réformer. Et les mêmes réformes qu'on vous inflige aujourd'hui, dont vous ne voulez pas, on va nous les infliger à nous, mais tout passe comme une lettre à la poste, parce que personne ne comprend. La télévision, nos télévisions, c'est comme la mondialisation heureuse, c'est les télévisions du bonheur. On chante, on danse à longueur de journée. Et on s'est mis à faire des novellas, il faut voir, des histoires d'amour à l'eau de rose, et la dépigmentation, les cheveux longs, ongles longs, fossiles, tout est faux. Tout est faux, mais parce que c'est comme cela, la dimension psychologique, le miroir qui nous a tendu. Nous ne sommes rien tant que nous ne sommes pas comme l'Europe, tant que nous ne faisons pas comme l'Europe, ni humainement, ni politiquement. Et humainement, les femmes sont les plus piégées. Les femmes sont piégées.